Quand on a choisi l'intitulé « Quand le juge protège l'enfant », on sait qu'il y en a beaucoup qui pourraient être tentés de lire en sous-titre « Mais c'est quand que le juge protège l'enfant ?» C'est certainement trop peu souvent, mais par contre ce qui est intéressant c'est de voir, quand on a ce type de décision, comment les magistrats ont procédé et comment ils ont raisonné juridiquement pour aboutir à une protection de l'enfant. Donc je vais essayer de vous faire un petit panorama des décisions où le juge a pu faire primer la protection de l'enfant. Anaïs vous en a parlé. Alors, Anaïs en a déjà parlé un petit peu. La situation quand il y a des enquêtes pénales qui sont en cours, c'est que on sait que dans à peu près 8 cas sur 10, il y a peut-être des petites différences au niveau des statistiques, mais on sait qu'il y a 8 plaintes sur 10 qui vont aboutir à un classement sans suite. Et la réaction de beaucoup de magistrats, c'est de dire que ça serait illégitime de revenir sur les accusations qui ont pu être proférées par l'enfant, que ce sera une marque de défiance envers la justice, et quelquefois même ça devient un argument pour transférer la résidence de l'enfant chez le parent que l'enfant a dénoncé. J'ai même vu, moi, des fois, des magistrats ou des services sociaux qui expliquent, parce qu'il y a eu un classement sans suite, qu'elles ne peuvent plus entendre les paroles, les dénonciations de l'enfant. Et donc, ça devient un peu un angle mort. C'est aussi ce qui était arrivé dans le dossier Marina, puisqu'il y a eu là aussi un classement sans suite. L'affaire Marina, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir réussi à protéger cette petite fille. Il y avait eu un classement sans suite, et les professionnels disaient, à partir du moment où il y a eu un classement sans suite, on se sentait plus légitime à faire remonter les inquiétudes concernant cet enfant. Et ça repose sur une analyse juridique qui me paraît parfaitement fausse, qui est qu'un classement sans suite serait un élément qui prouverait qu'il ne s'est rien passé, qu'on s'est inquiété pour rien. Or, un classement sans suite, c'est pas du tout ça. Et le paradoxe de cette histoire, c'est que c'est, à ma connaissance, pas discuté juridiquement. C'est-à-dire que le classement sans suite, c'est pas une décision de justice. Et dans notre jargon à nous, on dit ça n'a pas autorité de chose jugée. Classement sans suite, c'est juste, voilà, à l'instant T, le procureur de la République regarde s'il y a suffisamment d'éléments pour renvoyer devant une juridiction de jugement ou pas. C'est pas plus que ça. Ce que le parquet décide à l'instant T, il peut décider un mois ou deux plus tard un renvoi devant une cour d'assises s'il y a eu des éléments supplémentaires ou si l'enquête a montré des éléments supplémentaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, et du coup, j'ai repris le rappel qui a été fait par François Molins, magistrat à la Cour de cassation, qui indique bien que quand la justice classe, ça ne veut pas dire que la victime n'a pas été victime de ce qu'elle a dénoncé, ça veut juste dire qu'on n'a pas pu rassembler suffisamment de preuves permettant de poursuivre l'auteur. Et donc je vous donne un petit exemple d'une décision que j'aime bien. Alors elle n'est pas très récente, 2000, mais je l'aime bien. Parce qu'elle me semble particulièrement claire. La Cour d'appel de Caen indique le fait que la procédure d'agression sexuelle ait été classée sans suite ultérieurement ne démontre pas que le retour des enfants chez leur mère ne présentait aucun danger, puisque les faits dénoncés étaient insusceptibles d'être médicalement constatés et qu'en l'absence d'aveu, les charges étaient nécessairement insuffisantes pour justifier une poursuite pénale, ce qui ne signifie pas que les accusations portées par les enfants étaient mensongères. Et on revient à ce qu'Anaïs abordait tout à l'heure, c'est-à-dire que le rôle du juge d'affaires familiales, c'est de statuer en fonction de l'intérêt de l'enfant, et le rôle du juge des enfants, c'est de statuer en fonction de la situation de danger potentiellement encouru par l'enfant. Il est écrit nulle part dans nos codes
que tant que la procédure pénale n'a pas abouti à quelque chose, ces magistrats-là seraient paralysés. Heureusement, parce que sinon, ils perdent une bonne partie de leur raison d'être, en fait. Protéger l'enfant à l'issue de l'enquête pénale, c'est qui peut prendre des mois ou des années, ça veut dire protéger l'enfant quand il sera trop tard. Vous avez ici un exemple d'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait condamné l'Italie. C'était un cas où il y avait des droits de visite médiatisés. Et malgré le fait que ce soit médiatisé, la Cour européenne a dit que c'était trop compliqué pour les enfants et vous n'avez pas respecté, en l'occurrence, leur intérêt supérieur à ne pas être contraints à des rencontres dans les conditions qui étaient décrites. Et puis vous avez alors je me suis rendu compte que j'ai pas mis, ça c'est un juge des enfants de Pontoise en 2023. Sur le même modèle, la magistrate dit si monsieur a été relaxé des faits dénoncés, donc là c'est même plus un classement sans suite, l'affaire a été jugée, il a été relaxé, la décision ne constituant qu'une vérité judiciaire, elle ne peut justifier d'ignorer la parole de l'enfant ainsi que le constat objectif de cet état de détresse précédemment décrit. Autrement dit, c'est pas parce qu'il y a une relaxe que moi je dois estimer que je ne dois pas prendre en compte ce que me dit l'enfant et les constats qui sont faits sur l'état de cet enfant. Ça me semble quelque chose d'assez fondamental parce que on a quelquefois des réflexes en justice qui sont totalement opposés. Au moment du procès Mazan, je ne sais pas si vous vous souvenez que le président de la cour d'assises avait demandé à Gisèle Pellicot, puisque les accusés n'étaient pas encore jugés coupables, il lui avait demandé de parler non pas d'agresseur, mais de parler de partenaire. Alors, je ne sais pas ce que vous imaginez pour une victime de viol d'être obligé de désigner leurs agresseurs sous le terme de partenaire, mais surtout ça se fonde sur un raisonnement qui, à mon sens, est totalement biaisé, qui serait de dire que c'est la justice qui définit le réel. Et si on raisonne par rapport aux attentats du Bataclan, par exemple, il a fallu pas mal de temps pour que cette affaire soit jugée. Est-ce qu'en attendant que cette affaire soit jugée, on devait parler de présumées victimes ou de plaignants, comme nous disent certains confrères, tant que c'est pas jugé, on ne doit pas parler de victimes, ce qui est une aberration, parce que ça veut dire qu'il faut réécrire le code de procédure pénale. Dans le code de procédure pénale, il est indiqué un tas d'articles où il est fait référence à des victimes avant que la décision soit rendue. Et la Cour de cassation le dit d'ailleurs, en disant la personne qui s'estime victime, on peut valablement utiliser ce terme de victime. Donc, ça me semble important d'avoir ce type de décision où effectivement, voilà, on évite un peu les hypertrophies du nombril et puis on se dit, bon, bah voilà, la vérité judiciaire, ok, mais c'est qu'une vérité judiciaire. Est-ce que la présomption d'innocence empêche que l'on prenne des mesures de protection? Bien sûr que non, contrairement à ce qu'on entend régulièrement. Il y a un tas de décisions qui sont prises avant qu'une personne ne soit jugée. Il y a des personnes qui sont mises en détention provisoire, il y a des contrôles judiciaires, il y a des sanctions disciplinaires, tout ça qui interviennent avant la décision pénale. Et je vous ai mis là une décision d'un JAF à La Réunion qui indique clairement, voilà, considérant que si la présomption d'innocence est un droit fondamental, la protection de l'enfant est également un droit. Et vous avez régulièrement dans ces dossiers-là l'utilisation, alors je vais essayer de faire court, même si c'est un sujet qui mériterait un colloque à part entière, mais l'utilisation du syndrome d'aliénation parentale. Je vous ai juste mis, voilà, quand on parle du SAP, il faut aussi reparler de celui qui a créé ce concept. Et on trouve des merveilles dans ce qu'il a pu déclarer, notamment la société est excessivement moralisatrice à l'égard des pédophiles, etc. Donc c'est ce monsieur-là qui a créé le concept du SAP. Et on le retrouve d'ailleurs sur Internet, il y a aussi une interview filmée où le docteur Gardner indique
que si un enfant dit à sa mère avoir été agressé sexuellement par son père, sa mère doit lui répondre qu'elle ne le croit pas et qu'elle doit même le frapper pour avoir prétendu ça et qu'il ne doit jamais dire une chose pareille sur son père. Donc on a cet extrait-là, le docteur Gardner, c'est ça. Alors si on veut appliquer la théorie du syndrome d'aliénation parentale, il faut savoir voilà, qui a créé ce concept. Je vous ai mis une décision d'un juge aux affaires familiales de Foix, en l'occurrence, en 2024, et qui est assez intéressante parce que le père se défendait avec le syndrome d'aliénation parentale. Alors, c'est pas tellement le texte n'est peut-être pas très lisible, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que le juge d'affaires familiales reprend tous les textes qui montrent que le syndrome d'aliénation parentale n'a pas de valeur scientifique, n'a pas été reconnu par la communauté scientifique et il ne figure ni dans le DSM-5 ni dans la CIM 11. Donc ça reprend tous ces éléments-là, je ne vais pas vous les lister, ça reprend également le rapport de la Civise, etc. pour arriver à la conclusion que ce concept dangereux sera écarté des débats. C'est-à-dire que le juge d'affaires familiales, en l'occurrence, a dit bah ça, voilà, compte tenu de ce que l'on sait sur le syndrome d'aliénation parentale, tout l'argumentaire lié au syndrome d'aliénation parentale, je l'écarte des débats. Un point intéressant dans ces décisions qui permettent d'aboutir à la protection de l'enfant, on en a parlé un petit peu ce matin. Pardon. Il y a aussi des situations où effectivement il n'y a pas de parent protecteur et on ne peut pas écarter le fait qu'il y a aussi des placements qui sauvent. Et je voulais vous dire un mot de l'histoire de Céline Gréco. Alors elle a écrit un livre, donc si ça vous intéresse, le plus intéressant c'est de lire son livre. Mais elle a des formules qui sont intéressantes parce que d'une part elle dit que si elle n'avait pas été placée, elle serait morte aujourd'hui. Et quand elle explique sa situation, elle dit qu'elle ne savait pas, compte tenu des violences qu'elle subissait, si elle serait vivante le lendemain. Et donc elle explique régulièrement, puisqu'elle intervient assez souvent dans les médias, elle explique que bah, pour elle c'était le Bataclan tous les soirs en fait, parce qu'elle ne savait pas si elle serait en vie le lendemain. Et elle explique aussi une chose, c'est qu'elle estimait qu'elle ne pouvait pas expliquer ce qu'elle subissait, et donc elle essayait d'attirer l'attention par différents subterfuges. Elle sortait de la classe en dernier, elle se disait si je mets beaucoup de temps à ranger mes affaires, peut-être que quelqu'un va m'interroger. Et ça, la plupart du temps ça ne marchait pas. Et elle explique que sa situation a radicalement changé quand une infirmière s'est intéressée à sa situation et qu'elle lui a donné son numéro de téléphone sur un bout de papier. Et là, elle explique qu'à partir de là, sa situation a changé parce qu'elle a eu l'impression qu'elle n'était plus toute seule à gérer ça. Elle a mis ce numéro de téléphone dans une chaussette qu'elle gardait en disant si je dois partir en catastrophe, c'est les objets que je dois emmener avec moi. Et elle a eu l'impression à ce moment-là qu'elle n'était plus toute seule à gérer ça, et elle explique que ça a changé totalement de sa vision de la situation. Et donc on a des gestes comme ça qui peuvent, pour des professionnels, paraître relativement anodins, de donner un numéro de téléphone, et qui peuvent être absolument essentiels pour protéger les enfants. Ouais, je suis dans le temps. Je résiste pas aussi à l'envie de vous parler de la victimisation secondaire. Certains en ont peut-être entendu parler ces derniers temps. Je vous ai mis la petite plaquette d'une association qui avait abordé en partie ce thème l'année dernière. Il se trouve que c'est nous. La victimisation secondaire, c'est lorsque la justice elle-même est maltraitante avec les victimes et vient créer un nouveau traumatisme. La particularité actuelle du système judiciaire, c'est un petit peu ça par rapport à ce que disait Amandine ce matin, c'est qu'on ne sait pas détecter le trauma, par contre on sait en créer de nouveau. Et vous avez différentes décisions qui ont été rendues qui sont
très intéressante. Vous avez un arrêt très récent de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France concernant 3 requêtes. Alors, c'est souvent présenté comme des dossiers où la France est condamnée pour ne pas avoir réussi à protéger l'enfant. C'est en partie vrai, mais c'est pas que ça. On n'a pas réussi à protéger 3 enfants de 13, 14, 16 ans, mais il est noté aussi par la Cour européenne des droits de l'homme qu'il y a violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on a infligé un traitement inhumain et dégradant à ces victimes, et que la justice française s'est basée sur des stéréotypes de genre. Je ne peux pas faire trop long là-dessus, mais par exemple, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles avait retenu que, concernant l'affaire où celle qui était prénommée Julie dans la presse disait avoir été victime par plusieurs pompiers de Paris, la chambre de l'instruction disait le succès habituel auprès de la jambe féminine des pompiers mis en cause ne les aurait pas incités à la réflexion. On voit un petit peu le niveau de protection, en l'occurrence, qui est accordé. C'est-à-dire que si on est un peu beau gosse, etc., on n'a pas à réfléchir sur le consentement. Et ça, c'est la justice française qui le dit, et c'est la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles. De la même manière, il a été indiqué que les services de police avaient interrogé la même victime en disant d'après toi, quand on est victime de viol, est-ce qu'on doit se défendre beaucoup ou un peu ? Et on reprochait à cette victime, l'enquêteur reprochait à la victime de ne pas s'être débattue, de ne pas avoir mordu son agresseur, etc. Et il a fini par dire, l'enquêteur à la victime, bah, tu vois bien que toi tu t'es juste défendu un peu et pas beaucoup, et que c'est pas un viol. Donc ça a été clairement condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Je passe rapidement sur les fondements juridiques de la victimisation secondaire qui viennent de la Convention d'Istanbul ratifiée par la France. Je ne résiste pas non plus à dire un petit mot de procès de Pardieu, puisque ça agite beaucoup le monde des avocats en ce moment. Il y a beaucoup d'avocats qui disent, vous vous rendez compte, non seulement alors Depardieu a été déclaré coupable, mais en plus il a été condamné aussi à des dommages d'intérêt pour la victimisation secondaire, justement, en raison du traitement qui a été infligé aux victimes durant ce procès. Et il y a beaucoup d'avocats qui s'émeuvent de ça en disant non mais on ne peut plus défendre nos clients, on ne peut plus plaider l'innocence, etc. C'est pas ça le sujet là, en l'occurrence. Le sujet c'est est-ce qu'on peut, en audience... Ah, c'est Depardieu qui... Est-ce qu'on peut, en audience, utiliser des insultes sexistes et commettre des atteintes à la dignité des victimes impunément? C'est vrai que c'est devenu un petit peu une sorte de tradition, notamment à mon sens à partir de l'affaire Doutreau. Je rappelle que dans l'affaire Doutreau, Éric Dupond-Moretti a interrogé un enfant de 7 ans pendant 6 heures. Est-ce que ça c'est quelque chose... Alors l'affaire a été jugée, on ne va pas y revenir, mais est-ce que ça c'est admissible et est-ce qu'on peut encore le tolérer aujourd'hui? La Cour européenne des droits de l'homme nous dit, dans l'arrêt que je vous ai cité, on doit prendre garde à éviter la victimisation secondaire et ne pas recréer du traumatisme par la façon dont l'appareil judiciaire traite ces dossiers. Quand on dit que l'appareil judiciaire ne doit pas créer de victimisation secondaire, je ne vois pas de raison, moi personnellement, de limiter cette obligation-là aux magistrats et aux enquêteurs. Les droits de la défense ne permettent pas tout. Je ne suis pas sûr qu'on permettrait à un avocat de la défense des insultes racistes ou de faire un salut nazi en audience. On peut estimer que la dignité de la victime, c'est aussi un droit qui doit être défendu et que ça doit être indemnisé. La plupart des avocats disent aussi, mais si jamais l'avocat a commis un manquement déontologique, ça sera à l'ordre des avocats d'en connaître. Ok, pourquoi pas? Mais la victime qui a été maltraitée en audience, apprendre que 14 ou 16 mois plus tard, l'avocat a eu une sanction disciplinaire, est-ce que ça va indemniser son préjudice? Non, donc c'est pas une réponse suffisante. Donc
cette victimisation secondaire, c'est certainement quelque chose dont on va reparler par la suite, parce que voilà, il y a beaucoup de discussions juridiques sur ce point-là. Et je termine sur une chose, alors je rejoins parfaitement ce qui a été dit ce matin par Amandine, notamment sur la séparation entre JAF et juge des enfants. Moi, ça fait quoi d'ailleurs? Ça fait 29 ans que je suis avocat. Au bout d'un moment, on compte plus. Et ça nous occupe constamment, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des jurisprudences de la Cour de cassation régulières pour essayer d'y voir clair là-dessus. Il y a le JAF qui décide dans un sens, le juge d'un enfant qui décide dans un autre. Et puis chacun soit défait consciencieusement ce que fait l'autre, soit aucun des deux ne décide en disant c'est à l'autre de le faire. Et Michel Créhoff disait ce matin, le propre de la violence institutionnelle, c'est la confusion des places. Là, en l'occurrence, en justice, quand vous avez cette situation avec des suspicions de violence, notamment incestueuses, vous avez en fait plusieurs magistrats qui peuvent intervenir. Le JAF, le juge des enfants, le juge d'instruction, le procureur de la République. Ils ont des armes juridiques pour intervenir, mais c'est tellement diffus et c'est tellement confus pour savoir qui doit prendre la mesure de protection qu'au final, tout le monde attend que ce soit le collègue qui prenne la mesure de protection. Et c'est pour ça qu'on a effectivement fait une proposition au sein du collectif pour l'enfance qui réunit 47 associations de défense des enfants, dont CDP Enfance. On a proposé une ordonnance de sûreté de l'enfant. C'est une proposition qui a été reprise par la Civis dans son rapport final. Et l'idée, c'est un peu sur le modèle de l'ordonnance de protection pour les femmes victimes de violences conjugales, de permettre une décision rapide d'un magistrat pour qu'il y ait une protection de l'enfant dès le début de l'enquête. Et c'est une arme qui, à mon sens, manque dans notre arsenal juridique aujourd'hui. Pour l'instant, on n'est pas entendu sur ce point-là. Le Sénat, il y a une proposition de loi qui a été débattue. Le Sénat nous a dit non, mais c'est pas utile d'ordonner une ordonnance de sûreté, en quelques mots. Le gouvernement n'y a pas l'air favorable non plus. Donc pour l'instant, on n'est pas entendu là-dessus. Et pourtant, c'est une vraie lacune de notre droit et ça permettrait une protection de l'enfant dès le début de l'enquête. Et je terminerai juste, puisque mon temps est écoulé, par un communiqué de la Civis qui date de la fin de l'année 2024, qui indique justement qu'il faut une mesure de protection immédiate des enfants victimes d'inceste et de violences sexuelles. Et donc, ma conclusion aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a des décisions qui font primer la protection de l'enfant. Il y a donc une autre façon de traiter ces dossiers que de s'estimer bloqué par la présomption d'innocence, ce qui est un faux raisonnement juridiquement, et que cette culture de la protection doit se développer et que peut-être l'adoption de l'ordonnance de sûreté de l'enfant serait une façon pour les responsables politiques, pour une fois, j'allais dire, de mettre leurs actes en conformité avec les beaux discours. Merci.